Bienvenue sur Sage-Femme Authentique. Tout au long de ce mois de janvier, je vous propose de vivre pour la 2e fois le défi J'envoie. Un épisode de podcast par jour avec une thématique ou une contrainte technique qui me sera imposée, toujours au plus proche de vos questionnements sur la grossesse, la parentalité, les naissances respectées. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sage-Femme Authentique. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une question qui revient souvent. En fait, j'ai encore vu un couple qu'on a suivi à la maison de naissance il y a quelques jours. Et on a commencé à parler en fait des besoins du bébé et parce que venait à nouveau l'idée de quand est-ce que le bébé fait des caprices, quand est-ce qu'en fait il demande les bras alors qu'il pourrait s'en passer, etc., etc. Donc on a reparlé en fait des bases de compréhension de pourquoi est-ce que les bébés aiment être contre leurs parents, pourquoi est-ce qu'ils se réveillent tout de suite, quasi dès qu'on les pose dans des petits nids, que ce soit le berceau, que ce soit dans le parc, etc. Pourquoi est-ce qu'ils ont ce réflexe-là ? Alors, ça serait important de se rappeler que nos bébés naissent prématurés. C'est-à-dire que si on regarde leur maturation cérébrale par rapport à des petits mammifères, et les petits mammifères les plus proches de nous sont les primates, on est totalement pas du tout mature. Pourquoi ? En fait, avec l'évolution en fait, de notre espèce et le fait qu'on se soit mis debout, la taille de notre bassin a rétréci. Et pour que nos bébés puissent naître de manière naturelle, eh bien nos bébés naissent plus tôt. Donc ils sont totalement immatures. Il leur manque vraiment, alors on dit déjà au moins le 4e trimestre, donc les 3 mois supplémentaires. Mais dans la réalité, pour qu'ils soient réellement capables de porter quelque chose à la bouche et se nourrir, etc., c'est bien plus long que ça. C'est 6 à 9 mois supplémentaires qu'il leur faudrait. Vous imaginez, on serait vers une grossesse d'environ 18 mois, un peu comme les éléphants. Alors nos enfants ne sont pas autonomes, ils sont pas capables en fait de gérer réellement les choses et ils ne sont pas du tout matures comme un petit singe l'est plutôt beaucoup plus rapidement que les nôtres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà il y a comme tout un temps de grossesse extra-utérine. Donc un temps en fait où le bébé continue à avoir des besoins comme s'il était in utero. Et c'est tout ce que font nos bébés dans les premières semaines, dans les premiers mois de vie. Quand on porte un tout petit contre soi, on voit bien qu'il est bien plus rassuré quand il est sur la poitrine de sa mère ou de son père, qu'il a du coup ses oreilles contre la poitrine parce qu'il entend le rythme cardiaque, la respiration, la voix, etc. Il est porté, massé, en fait bercé par la respiration. J'ai vu ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, passer une vidéo je pense que c'est une IRM, en tout cas on voit vraiment en vidéo le bébé qui est bercé par la respiration de sa maman in utero, avec ce diaphragme qui monte et qui descend, etc. Donc, je dis souvent, vous savez, si vous voulez visualiser comment votre bébé a envie d'être après la naissance, essayez de visualiser comment est-ce qu'il est in utero. Et bien justement, il est bercé par le diaphragme, il a son cordon qui bat tout autour de lui, il est contenu avec l'utérus tout autour de lui, il est au chaud. Ça, c'est tout ce qu'aiment nos bébés, clairement. Et puis, il tète et il boit autant qu'il veut. En fin de grossesse, on sait qu'un bébé boit à peu près 1 demi-litre de liquide amniotique par jour. C'est énorme. Alors, à l'inverse, quand on voit ces vidéos où on vous dit que la taille de l'estomac de votre bébé évolue de la taille d'un petit pois jusqu'à un abricot tous les X jours, etc., ça, c'est pas vrai, parce que la taille de l'estomac ne change pas pour le bébé. Par contre, les apports, ça veut dire ce que les mamans sont capables de donner avec le colostrum d'abord, puis l'arrivée du lait, etc. Ça, oui, c'est vrai que ça change. Mais c'est pas la taille de l'estomac qui change. Bon, c'était pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais je pense que je referai tout un épisode sur le sujet si ça vous intéresse, parce que c'est intéressant de démystifier ça et de remettre les choses à la bonne place. Alors pour ce qui est donc des besoins de ces tout petits, donc dans les premières semaines, premiers mois, ils ont besoin, et ça fait autant partie de leurs besoins primaires que d'être propre, que d'avoir chaud et que d'avoir à manger, que d'avoir cette sécurité physique et émotionnelle.
être contre un des parents, c'est fondamental finalement pour eux, et c'est une question presque de survie dans leur génétique. C'est-à-dire que nos petits bébés, ce sont des vrais mammifères, et ils n'ont pas du tout toutes les normes sociétales, toutes les dictats qu'on peut avoir, etc., ou toutes les fausses idées qu'on peut avoir. Non, eux, ils sont vrais et authentiques. Ils nous montrent à quel point, en fait, leur besoin, c'est d'être contre nous, c'est d'être rassurés, et c'est d'être contenus, d'être vraiment dans une situation où ils se sentent en sécurité physique et émotionnelle. Ça veut dire que c'est normal, en fait, que dès qu'on pose le bébé, il ouvre les yeux et il s'éveille. C'est pas que vous avez mal fait les choses et qu'il a pris une mauvaise habitude. Cette habitude, il l'avait déjà. Et en fait, elle est ancrée, innée, reptilienne, archaïque, tout ce que vous voulez. Les petits bébés, ils ont ce réflexe dès qu'on les pose. S'ils ne sont pas contenus, ils vont avoir le réflexe de Moro. Vous savez, ce bébé qui ouvre très vite les bras et qui s'éveille instantanément. Même si on l'emmaillote, ça arrive très souvent que quand on les pose, ils ouvrent instantanément les yeux. Pourquoi ? Parce que quand on les pose dans nos petits nids, la plupart du temps, ces petits nids sont froids. Et puis on les pose sur le dos. Alors oui, les recommandations, c'est de poser le bébé sur le dos quand il est justement pas contre un parent, mais c'est contre nature pour le bébé qui habituellement est regroupé en petites boules, comme dans le ventre de sa mère. Quand on le pose à plat, il sait difficilement en fait rester en petites boules, et donc ça l'éveille aussi. Le froid l'éveille, c'est pour ça que dans les petites techniques de Sioux qu'on peut donner aux parents, et qui peut aider justement à ce qu'on puisse quand même poser un petit peu le bébé, parce que le problème chez nous, c'est qu'on n'a pas forcément tout le village autour de soi, et qu'il y a beaucoup de mamans qui se retrouvent finalement très vite seules avec leur tout petit, et elles doivent trouver des techniques de Sioux pour notamment pouvoir aller faire pipi, pouvoir prendre une douche, avoir un minimum de pouvoir se détacher du bébé. Ce qui est magnifique quand on a un village autour de soi, c'est qu'on peut refiler le petit bébé pour pouvoir justement répondre aux besoins, à ses propres besoins, puis parfois répondre aux besoins des autres enfants, par exemple, notamment. Moi, j'ai trouvé finalement que c'était beaucoup plus facile au fur et à mesure que j'ai eu des enfants, non pas parce que j'avais l'expérience, parce que des fois on me dit oui, c'est normal, c'est pas ton premier, etc. Non, je pense que c'est aussi parce que mon cercle, mon village a grandi tout simplement avec ma propre tribu. Parce que nous, on est quand même assez seuls, pas de famille, on n'a pas vraiment de soutien ici en Belgique, parce qu'on est expatriés, on habite en Belgique depuis maintenant quasi 20 ans, mais on n'a pas de famille tout proche. C'est de fonctionner entre nous et de fonctionner au mieux comme ça. Donc ça veut dire que j'ai eu la chance, c'est que quand Claude est né, Michel avait 11 ans, Joséphine en avait 8. 8, 9 ouais. Oui, c'est ça, 8. Donc c'est facile en fait à ce moment-là de donner le bébé à un plus grand, pour que le bébé soit rassuré. C'est-à-dire que même si on peut pas mettre forcément le bébé sur un plus grand s'il est vraiment tout petit, mais de savoir qu'il y a quelqu'un tout proche. C'est-à-dire que si le bébé est allongé dans le lit, et puis qu'il y a un autre des enfants qui s'approche, et puis qui reste tout près, en sécurité évidemment, je ne veux pas laisser un enfant de 3 ans tout seul avec un tout petit nouveau-né, mais évidemment quand ils sont plus grands, en fait ils sont capables de parler avec l'enfant, de parler avec le bébé, de le toucher, de juste mettre la main dessus, etc., pour justement que le bébé ne se sente pas seul, et qu'il y ait ce besoin aussi de connexion qui existe. Alors, je crois que c'est Newman, dans mes souvenirs. Je vous fais un peu un épisode sans filet, là. J'avais envie de parler de ça, alors je parle de ça sans filet, j'ai rien préparé. Mais qui parle justement du fait que le premier nid des bébés, c'est les parents. Et ça montre à quel point ça fonctionne tellement bien, c'est que on oublie que dans certains pays d'Amérique du Sud, notamment, dans les systèmes où il n'y avait pas de néonates compétents avec assez de couveuses, etc., il y avait des unités kangourous, et les prémas sont sur des parents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, il y a un relais qui se fait, mais les bébés sont contre les parents, et c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est la preuve que, dans cette période de grossesse extra-utérine, donc même pour un bébé né à terme,
en fait ça fonctionne super bien de le laisser sur son premier nid, puisque ça fonctionne super bien pour les vrais prémas, en tout cas ceux que nous on considère prémas clairement. Mais comme je vous dis que nos bébés naissent prématurés, imaginez à quel point ils sont bien en fait contre le nid parfait que sont les parents. Ça c'est extraordinaire. Le premier nid c'est la maman. Et ça c'est difficile de faire autrement, tout simplement parce que le bébé connaît parfaitement sa maman. Quand il naît, il connaît déjà son odeur, il connaît sa voix, il connaît son rythme cardiaque, il connaît sa respiration. Depuis que ce bébé entend, il entend sa mère, et il entend toute sa mère. Sa digestion, les flux sanguins autour de lui, etc. Il connaît tout. Et son odeur, il la connaît déjà. C'est pas magnifique, franchement. Il reconnaît... La voix, ça aussi, il y avait une étude qui avait été montrée, où on avait installé un bébé, puis il y avait des infirmières autour du bébé qui l'appelaient, et puis il y avait sa mère au milieu de tout ça qui l'appelait, et le bébé réagissait clairement à la voix de sa mère. Pas étonnant, il la connaît, vraiment. Donc c'est rassurant pour le bébé d'être contre son parent, contre sa mère en premier. Et je dis souvent que plus le papa trouve sa place tôt et prend sa place tôt, plus il va devenir le deuxième nid de référence de son bébé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, les câlins post-tétée peuvent être contre le papa. Alors pas tous les câlins post-tétée, mais il peut régulièrement, après la tétée, prendre son bébé, lui aussi, et se poser. Ça veut dire que, comme ça, le bébé est rassuré, comblé, il a eu sa tétée, il a son bien-être post-tétée, parce que tétée, c'est manger, c'est boire, ok, mais c'est aussi se faire du bien et se rassurer. Donc quand il a fait une bonne tétée et qu'il va contre son deuxième parent, il vit sa meilleure vie finalement. Alors oui, au départ, il connaît pas, c'est pas familier, donc il se tortille un peu, il est pas, voilà. Mais plus le deuxième parent va le faire, et plus le bébé va être rassuré. Parce que c'est aussi la deuxième personne en général qu'il connaît le mieux. C'est la personne qui parle avec sa maman, c'est la personne qui vit dans l'entourage de sa maman, etc. Donc il n'y a pas de raison, petit à petit, le papa ou le coparent, la maman, etc., va trouver sa place aussi et va pouvoir être le deuxième nid de référence de son bébé. Alors pourquoi est-ce que c'est essentiel de comprendre ce besoin inné qu'ont nos bébés ? Quand on regarde un petit bébé qui vient de naître et qu'on met notre doigt à l'intérieur de sa main, on voit que le bébé serre, on appelle ça le réflexe de grasping. Le réflexe de grasping, c'est finalement le réflexe de petits primates qu'ont gardé nos bébés. Ce réflexe qui faisait que normalement, il reste accroché à la fourrure de sa mère et il reste accroché contre son ventre, comme ça, comme on peut voir très bien les petits chimpanzés, les petits gorilles, etc. Ça, c'est parce que normalement, il ne quitte pas sa maman. Jamais en fait, finalement. Quand je vous disais que c'est une question de survie, si il n'est pas sur sa mère, il risque d'être attrapé par un prédateur, il risque de mourir tout simplement. Donc c'est aussi ça qui est ancré chez nos bébés. C'est que si on me pose, je meurs. Et même si en fait on n'a plus de tigre aux dents de sabre qui risque de l'attraper, ça reste génétiquement ancré chez les petits. Et c'est normal. Et une fois qu'on a compris ça, c'est beaucoup plus facile de manager sa vie. Notamment, le meilleur outil qui aide les parents, je trouve, c'est l'écharpe de portage. S'il y a une chose à avoir, c'est une écharpe de portage pour pouvoir mettre son tout petit à l'intérieur, pour une fois passé la période postnatale des premières semaines, pouvoir continuer à fonctionner. Ça c'est sûr et certain que ça peut vraiment aider. Alors, ils ont ce réflexe de grasping parce que nos petits bébés, ce sont des mammifères qui font partie de la classe des portées. Ce ne sont pas des mammifères comme les petits chiens, les petits chats, les petits lapins, qui eux naissent par portée, parce qu'il y a rarement un seul petit chien, un seul petit chat. Et en général, ils sont plusieurs. Et quand ils naissent par portée, en fait, ils se rassurent les uns les autres, ils se tiennent chaud, ils se font patienter les uns les autres parce que du coup, ils se tétouillent le museau, l'oreille, la patte, etc. en attendant que la mère revienne. Le lait aussi de ces mammifères est beaucoup plus gras, nourritif, rassasiant, on va dire, que nous, parce que justement, la mère va devoir laisser les petits pour aller se nourrir et puis revenir pour les nourrir après. Donc, elle doit un peu les rassasier beaucoup plus. Pourquoi est-ce que nos bébés aussi sont contre nous ? C'est parce qu'en fait, ils sont allaités tout le temps. Et si notre lait est moins gras, c'est parce que nos bébés sont censés être sur nous tout le temps. C'est le lait le plus adapté à notre situation et c'est un lait qui est très digeste pour nos bébés.
Alors l'autre classe des bébés, des petits mammifères, donc celui que je vous ai décrit, ce sont les nidicoles, ceux qui restent collés à leur nid. Hein. Et puis la deuxième classe des mammifères, ce sont ceux qu'on appelle les nidifuges. Ça, c'est ceux qui, dans l'heure qui suit la naissance, doivent savoir se lever et suivre le troupeau, suivre leur mère et aller se nourrir auprès de leur mère. Donc là, en général, il n'y en a qu'un seul. C'est rare, ça arrive qu'il y en ait deux, mais en général, ils sont seuls. C'est les petits veaux, les petits poulains, c'est les zèbres, les éléphants, etc., les girafes. Eux, s'ils ne suivent pas la mère, s'ils ne se lèvent pas dans l'heure qui suit la naissance, en général aussi, ils meurent. Parce que ça fait partie de leur survie. Donc eux aussi, ils bénéficient d'un lait très gras, très nourrissant, parce qu'il faut qu'ils grandissent très vite, puis il faut qu'ils aient la capacité physique à suivre. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que notre lait est moins... c'est pas qu'il est moins nourrissant, parce qu'il est adapté, mais en fait il est moins gras, et donc moins rassasiant. C'est pour ça que le bébé vient beaucoup plus souvent. Mais c'est le lait idéal pour nos bébés. Donc une fois qu'on a compris que nos bébés doivent être régulièrement, sont naturellement attirés par le fait d'être contre nous, rassurés, etc. Que ça fait partie en fait de son développement neurologique et de son développement normal, que plus on comble ce besoin de sécurité émotionnelle et physique, plus on va avoir un petit être humain, un petit humain qui sera, oui, comblé, sécurisé, et que ça va l'aider ensuite dans son exploration de son monde une fois qu'il va passer à un autre stade. Quand on regarde les nouveau-nés, la plupart du temps, les parents le portent cœur contre cœur, en petite boule, contre soi. On porte vraiment les tout petits comme ça. Puis quand ils arrivent vers 3 mois à peu près, on commence à les tourner vers l'extérieur. On les porte dans l'autre sens, le dos contre notre torse, un peu comme pour voir qui commence à s'ouvrir à l'extérieur, et c'est souvent les moments où le bébé va commencer à s'intéresser justement aux petits jouets qu'on lui met dans son environnement, à accepter d'être posé un petit peu sur son tapis d'éveil, etc. Ça va être rarement très longtemps, et c'est important de s'en rendre compte en fait que c'est court et que c'est normal, et que ça va s'allonger au fur et à mesure du temps, que le bébé va explorer son environnement, etc. On dit que les bébés devraient être à distance de leurs parents, de la distance du cordon dans les premières semaines de vie. C'est pas très long un cordon. Et donc du coup, c'est normal que les bébés aient besoin d'être tout contre vous. Et puis c'est comme si ce cordon s'allongeait en fait au fur et à mesure que le bébé grandit. Et on voit en fait passer cette période velcro des premières semaines, des premiers mois. Le bébé va se tourner vers l'extérieur, puis explorer son environnement, puis petit à petit s'éloigner, accepter d'être posé au sol, d'explorer un peu son monde, etc. C'est ça la magie aussi, de reconnaître comment fonctionne un bébé. Alors, avec ses parents, justement, on parlait de la peur de l'enfant roi, d'être un peu, bloqué en fait dans les mécanismes qui auraient pu être mis en place. Et j'essaye d'expliquer en fait que combler le besoin émotionnel, physique de son bébé dans les premières semaines ne veut pas dire qu'on doit le faire ad vitam aeternam. On doit justement aussi apprendre cette phase où le bébé va s'ouvrir vers l'extérieur et cette phase où le bébé va vouloir explorer les choses autour de lui. Si on reste dans la peur et si on reste dans les mécanismes de quand il est tout petit, on va là ancrer des habitudes qui ne seront pas forcément bonnes. On doit accepter que nos petits grandissent et que du coup il y a des choses qui se passent différemment. Ça me fait penser à l'allaitement notamment, quand j'entends des parents qui me disent ouais, je suis encore réveillée 4-5 fois dans la nuit pour une tétée alors que l'enfant a 1 an. J'ai envie de dire là, le problème c'est qu'avec le parentage proximal, et là on va parler de maternage puisque c'est quand même l'allaitement, avec le maternage proximal mais qui fonctionne comme pour un nouveau-né, on finit par effectivement mettre en place des mécanismes qui nous desservent finalement. Je dis pas qu'on doit pas allaiter nos bébés la nuit, mais peut-être qu'on doit réfléchir à qu'est-ce qui m'amène à vivre encore cette situation-là. Est-ce que mon bébé a réellement encore besoin de téter ? Alors si vous êtes sans votre bébé toute la journée et que c'est le seul moment où il peut se rattraper, c'est normal. Si à l'inverse, c'est un mécanisme qui s'est mis en place, peut-être commencer à penser à donner de l'eau aussi pendant la nuit, espacer petit à petit les tétés, arrêter de donner le sein la nuit, seulement donner de l'eau, mais accepter les tétés d'endormissement, les tétés du matin, etc., etc.
Donc accepter de faire grandir nos bébés, de ne pas les garder non plus dans un état où on se dit je dois répondre à ses besoins à chaque moment, à chaque instant, sans laisser de temps entre le moment où il exprime un besoin et le moment où j'y réponds, mais se rendre compte effectivement qu'on peut aménager les choses au fur et à mesure. Mais clairement, les bébés ne font pas de caprices. Bon bah vous allez entendre l'église aujourd'hui, c'est la fin de l'épisode, mais vous allez bien l'entendre puisqu'il est 7h55 et que l'église de Folui sonne beaucoup à 8h-5. Donc voilà. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des compléments d'information ou si vous avez des questions supplémentaires. Je vous donne en tout cas rendez-vous demain. Et d'ici là, portez-vous bien.